passe la parole à Geneviève qui va nous parler de l'enjeu particulier des marches pour le retour. Oui, je vais continuer, vous me direz si ça va. Je vais continuer dans le même sens. J'ai passé une partie de mon après-midi devant mon écran de télévision parce que je suis à la retraite et que j'ai le temps. Et j'ai regardé les chaînes d'information continue. Et c'est totalement surréaliste parce qu'on passe de la fête à Jérusalem pour l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem avec Netanyahou qui dit à Trump qu'il fait l'histoire et que c'est magnifique, etc. Donc une atmosphère de fête, et puis après on nous fait le pendant avec le massacre à Gaza, mais qu'on n'appelle pas massacre, on parle de retenue. Il n'y a que Amnesty International, dont j'ai entendu eux dénoncer une violation abjecte des droits de l'homme. Sinon, les termes sont extrêmement mesurés dans les critiques et surtout chez les médias. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas passer à côté aujourd'hui. C'est absolument terrible. Une chose m'a frappé beaucoup pendant que j'écoutais ces informations, c'est que à chaque fois qu'on évoquait une possible alliance avec les Palestiniens, il était toujours répondu « oui, mais pour eux, la question palestinienne n'est plus une question prioritaire ». Et c'était vraiment... j'avais quand même un sentiment d'une solitude extrême qu'on a toujours eu pour le peuple palestinien, mais là, il n'est plus une question prioritaire pour les pays arabes, il n'est plus une question prioritaire s'il l'a déjà été, je ne sais pas, pour les États-Unis, il ne l'est plus pour l'Europe, il ne l'est plus pour personne. C'est un peuple, effectivement, qu'on peut massacrer, écraser dans un silence total. Et je voulais vous donner mes sentiments de révolte ce soir. Bon, je reviens, vous avez tous entendu parler de la marche du retour de Gaza, ça s'inscrit dans un phénomène un peu plus large qui prend depuis quelques années de marche du retour, mais qui a été jusqu'à présent plutôt en Galilée, à l'occasion des commémorations de la Nakba, des organisations de Palestiniens qui organisaient des marches du retour sur les villages, leurs villages qui ont été détruits. Et cette année, les Palestiniens de la bande de Gaza ont décidé d'en faire leur symbole pour leur marche. Ils ont commencé le 30 mars, c'est-à-dire il y a 8 semaines, pour la commémoration du jour de la Terre, de la journée de la Terre. La journée de la Terre, c'était en 1976, des citoyens palestiniens d'Israël qui manifestaient contre le vol de leurs terres et qui se sont fait tirer dessus. Il y a eu 6 morts et tous les ans, le 30 mars, est commémoré. Donc, symboliquement, les Palestiniens de Gaza ont pris ce jour en point de départ de leur marche. Ils ont fait une marche hebdomadaire. Aujourd'hui, c'était la 8e marche. Donc, toutes les semaines, ils se sont rassemblés par milliers, voire par dizaines de milliers devant, devant ce qui est censé être leur frontière, qui est le mur de leur prison, en différents points de la frontière. Et ce qui est important, c'est que c'est une marche qui est non armée, même si on nous montre des lanceurs de pierres et des lanceurs de petites bouteilles incendiaires ou des choses comme ça. D'aucuns le prendront pour des violences et c'est pour ça qu'on les appelle à la retenue, mais quand on voit ce qu'il y a en face, ça fait quand même un petit peu sourire. Donc c'est un rassemblement non armé qui rassemble énormément de monde. Et étant rappelé que le droit au retour concerne tout particulièrement les Gazaouis, parce que sur une population de 2 millions dans un petit morceau de terrain où il y a la plus forte densité du monde, il y a 1,3 million de réfugiés. C'est-à-dire les 2 tiers de la population de Gaza sont déjà des réfugiés, donc qui revendiquent leur droit au retour. C'est la particularité de ce mouvement. Le droit au retour, on va en reparler après, c'est un droit que beaucoup de gens voudraient bien voir escamoté, dissimulé pour mieux le trahir. Et les Palestiniens se sont fait un peu piéger et pendant longtemps on n'entendait plus trop parler du droit au retour et il revient sur le devant de la scène et c'est très important. Mais les revendications des Gazaouis ne sont pas seulement le droit au retour, c'est aussi la fin de la situation épouvantable qui leur est faite
par le blocus qui leur est imposé, évidemment. La plupart des manifestants se tiennent à une relative distance de la frontière. D'autres, évidemment, les plus jeunes, défient le danger. Et ce qui a entraîné un bilan qui est très lourd. Aujourd'hui, il y a autant de morts qu'il y en a eu en 8 semaines. Oui, ça fait 8 semaines que ça dure. C'est-à-dire qu'on comptabilisait 53 morts en 8 semaines, et on a à peu près 53 morts aujourd'hui. Jusqu'à hier, on comptabilisait 8000 blessés, on en compterait 2000 aujourd'hui. Donc ça vous démontre la violence de ce qui se passe. Je n'ai pas le compte aujourd'hui, mais parmi les 8000 blessés que l'on comptabilisait hier, il y avait environ 600 enfants, plus d'une centaine de femmes et 26 journalistes, ce qui n'est pas anodin puisque les journalistes sont visés en tant que tels. Je voulais préciser aussi qu'une nouvelle fois, comme ça a été le cas lors des précédents massacres à Gaza, il y a de nouvelles armes qui sont testées cette fois-ci. Il y a un gaz, on parle de lacrymogène, mais il est dit dans les nouvelles que l'on a qu'il y a un gaz qui crée des symptômes qui ne sont pas encore identifiés, le gaz n'est pas identifié. Donc il y a un nouveau gaz qui est testé, donc une arme chimique, mais là, pour le coup, on ne parle pas de bandes rouges, quand il s'agit d'armes chimiques. Et aussi des balles explosives. Alors je pensais que toutes les balles étaient explosives, mais apparemment celles-ci sont particulières parce qu'elles explorent à l'intérieur des corps, créent des cavités à l'intérieur des corps, laissent même des morceaux de plastique à l'intérieur des corps. Ça crée des dégâts extrêmement importants. Et c'est aussi une répression qui est faite pour faire qu'il y ait beaucoup d'handicapés. On tire au niveau des jambes. Et on est à 10 000 blessés. Demain, je ne sais pas combien il y en aura, parce que ce n'est pas fini. 10 000 blessés, combien il y aura d'handicapés définitifs sur ces 10 000 blessés? On ne peut pas encore le savoir, mais ça risque d'être très important. J'ajoute que vous n'avez pas entendu dire qu'il y ait quelque Israélien que ce soit qui ait été blessé. Hein? Là, on n'a même pas de comptabilité morbide, du 3%, ou là, zéro. Bon, je ne reviendrai pas sur la communauté internationale qui est restée, comme à son habitude, tout à fait timorée, cela a déjà été dit. Il y a eu quand même quelques voix protestataires. Je voudrais quand même citer l'actrice israélo-américaine Nathalie Portman, qui a refusé une invitation à se rendre en Israël afin d'y recevoir un prix qui est censé être un prix Nobel décerné par les Israéliens, parce qu'elle était bouleversée par les récents événements, et elle se référait au meurtre des Palestiniens, des Gazaouis, et qu'elle ne voulait pas apparaître comme un soutien du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Donc il y a quand même quelques voix courageuses qui s'élèvent. Ça, c'était pour vous faire un retour, si l'on peut dire, sur la marche de Gaza. Mais je voudrais vous parler du droit au retour. Parce que le droit au retour, c'est un droit qui est essentiel pour le peuple palestinien, qui est tabou du côté israélien et qui, du côté, sur le plan international, est beaucoup escamoté. Donc, j'ai déjà dit qu'il s'agissait d'un droit fondamental, mais c'est aussi un droit occulté, alors qu'il est le nœud gordien de toute négociation sur la paix. La question du droit au retour, il faut savoir qu'elle est concomitante à l'expulsion de 1948. C'est au moment où les gens sont expulsés que ce droit naît. Les gens pensent, ils sont chassés de chez eux en 1948. Vous savez qu'ils ont été chassés avant que les armées arabes n'interviennent en Israël. Les temps qui ont précédé l'attaque des armées arabes, qui a été occupée par des massacres de quelques villages palestiniens qui ont fait fuir les Palestiniens survivants. Et à tel point qu'on a beaucoup d'histoires qui sont racontées par des Israéliens eux-mêmes, des Israéliens qui, eux, débarquaient en Israël, étaient dans des camions à proximité des villages que l'on allait vider, et
Et une fois qu'on les avait vidés sous la terreur, on les remplissait avec ces juifs qui arrivaient d'Europe, on les remplissait avec eux, on leur donnait un logement, et beaucoup disaient qu'ils trouvaient encore le plat chaud sur la table, tellement la précipitation avait été grande pour le départ. Il y a même un ami israélien Elias Sambar qui lui raconte, mais le pire, il lui raconte qu'il est arrivé comme ça, mais le pire pour nous, c'est que on a bu, toute mon enfance, j'ai bu dans leur verre, et que chaque fois que je buvais de l'eau dans leur verre, je me disais que j'avais peut-être pas le droit d'être là. C'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Donc il faut savoir que les centaines de milliers de Palestiniens qui ont été obligés de quitter Israël en 1948 l'ont fait pour la plupart avant l'attaque des armées arabes. Et ils sont partis croyant que c'était provisoire. Ils sont partis avec la clé de leur maison. Et la clé est devenue un symbole que vous connaissez. Donc, le droit au retour, il est concomitant de l'expulsion et il est fondamental pour tous les Palestiniens. À tel point que, de toute façon, les petits-enfants maintenant de ceux qui sont partis en premier, ils connaissent parfaitement le nom de leur village, alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils connaissent où était leur maison dans ce village. Il y a la tradition orale qui transmet toute cette vérité, puisque c'est une temporalité, enfin un temporaire qui a beaucoup trop duré. Alors, ça concerne donc ce que l'on appelle les Palestiniens de 1948, le droit au retour. Mais il n'y a pas que. Il y a eu aussi les absents, ce qu'on a appelé les absents présents en Israël, c'est-à-dire des gens à l'intérieur d'Israël que l'on a chassés, qui se sont réinstallés ailleurs en Israël, dont on a pris la terre, c'était la terre des absents, ils n'ont pas eu le droit d'y revenir, donc ils sont également concernés par le droit au retour. Et il y a aussi tous ceux qu'on ne veut pas appeler réfugiés, on les a appelés personnes déplacées. C'est quand même un petit peu plus retenu. De 67. Tous ceux de 67 qui ont été également déplacés peuvent également revendiquer le droit au retour. Alors, la situation des réfugiés était tellement épouvantable que l'ONU a vu la nécessité, dès 48 ou 49, de créer une agence également temporaire, puisque c'était un départ temporaire. Une agence temporaire pour assister les réfugiés, c'est l'UNRWA, dont vous avez tous entendu parler, je suppose, et qui a une importance capitale, parce que souvent, c'est elle qui assure la survie des Palestiniens. Elle a cette importance capitale, elle a aussi, et ça c'est très important, permis l'éducation des Palestiniens, parce qu'il faut savoir que les Palestiniens sont un des peuples, dans les peuples arabes, le plus instruit. C'est en partie grâce à l'UNRWA qui a permis, et beaucoup grâce aux parents palestiniens, parce qu'il y a une demande chez les Palestiniens d'éducation pour leurs enfants. J'ai vu en Palestine, c'était pas à Gaza, mais peu importe, c'était dans la vallée du Jourdain, les Israéliens mettre à chaque point entre le village et l'école. Eh bien, les parents palestiniens acceptaient que leurs enfants, garçons et filles, dorment sous des tentes et ne rentrent plus dormir chez eux, mais pour qu'ils puissent continuer d'aller à l'école. La revendication de l'école pour le peuple palestinien, c'est quelque chose de fondamental. Et l'UNRWA a beaucoup contribué. Il n'y a pas que l'aide alimentaire et que les tentes qui se sont transformées en camps de réfugiés. Et donc, je vous ai dit les présents absents, 67, mais il y a aussi tous ceux qui ne sont pas qualifiés de réfugiés, qui sont partis un petit peu partout dans le monde, qui ne sont pas enregistrés comme réfugiés auprès de l'UNRWA, mais qui sont tout de même des gens qui ont été obligés de quitter leur foyer et qui ne peuvent pas y revenir en violation du droit international. Car le droit international exige que tout le monde puisse quitter librement son pays et y revenir librement. Donc tous ces gens-là, et ils sont nombreux. Quand on totalise tous ces gens qui ont droit au retour, tous ces Palestiniens qui ont droit au retour, on arrive à plus de 7 millions de personnes, c'est-à-dire plus de la moitié du peuple palestinien, ce qui est considérable. Il y a entre Gaza et Cisjordanie à peu près 4,5 millions de Palestiniens, 2 millions en Israël,
Donc ça fait 6,5 millions et il y a plus de 7 millions de personnes réfugiées, exilées, déplacées qui ont droit au retour. Donc on est quitte. On veut évincer les résolutions de l'ONU. On cherche à détruire l'UNRWA, parce que l'UNRWA, cette agence temporaire qui est destinée à servir les réfugiés palestiniens, elle est le symbole même que les droits des réfugiés n'ont pas été satisfaits puisqu'elle perdure. Donc on veut essayer de saboter l'UNRWA. Et c'est bien pour ça, c'est bien aussi le sens les États-Unis. Ils n'ont pas seulement déplacé leur ambassade, ils ne veulent plus payer l'UNRWA. Parce que si on liquide l'UNRWA, on dit qu'il n'y a plus d'agence des réfugiés, c'est que le problème il est résolu. Hein, bon. J'ai même entendu en France, ici, dans les mouvements de solidarité, à mon grand regret, des discussions qui s'instauraient sur le droit des réfugiés pour dire qu'ils n'étaient pas transmissibles. Donc, il s'éteindrait à la mort des premiers réfugiés. Vous comprenez, il y a 70 ans que les premiers réfugiés sont partis. Donc, il y en a déjà un certain nombre qui sont morts. Ils vont continuer à mourir. Et si leurs descendants n'ont pas droit au retour, on est devant l'état de fait, et puis on n'a presque plus de réfugiés en fin de compte. On attend encore 20 ans et puis on n'aura plus de réfugiés, on est tranquille. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'est d'abord politiquement infaisable et juridiquement non valable, en tout cas pour les réfugiés, car, autre particularité des réfugiés palestiniens, l'UNRWA a déclaré que la qualité de réfugié était transmissible. Il faut, pour être considéré comme réfugié, il faut être réfugié ou descendant de réfugiés. Or, comme le droit au retour est lié à la qualité de réfugié, si la qualité de réfugié se transmet, le droit au retour se transmet aussi, et je pense que c'est aussi un argument qui manque totalement de valeur. Et à cet égard, pour donner un petit peu de chair à tout ça, j'avais apporté une lettre. Je ne sais pas si vous connaissez Abdel Fattah Srour, qui est le directeur du centre social et culturel du camp de réfugiés d'Aïda à Bethléem, qui a écrit une longue lettre à Mahmoud Abbas lors de négociations où effectivement les Palestiniens, les politiques palestiniens avaient prévu de fouler aux pieds les droits des réfugiés pour obtenir un certain nombre de concessions d'Israël. Et il a écrit une très longue lettre à Mahmoud Abbas de 4 pages qui était dangereuse pour lui. Et je voulais vous en lire quelques paragraphes parce que c'est une lettre qui est extrêmement émouvante et extrêmement symbolique de ce que ce droit au retour représente pour les Palestiniens. Je me souviens que nous étions nourris d'amour pour ce pays occupé, parce qu'il est le nôtre. Abed a, je dirais, une 50aine d'années. Hein. Il n'a connu que l'occupation. Il est né en camp de réfugiés. Je me souviens des clés rouillées de nos maisons, de notre village de Beit Natef, des clés pour des portes qui n'existent plus, des clés qui ont leurs portes dans nos cœurs et dans notre imagination, des clés pour des portes qui ont réellement existé, pour des maisons réelles qui ont existé, où des vraies personnes ont vécu et ont élevé leurs enfants. Ces clés rouillées sont encore avec moi. Je me souviens que nous étions élevés dans cette croyance éternelle que le droit est le droit et que rien ne justifie de l'ignorer. Je me souviens que notre droit au retour dans nos maisons et dans nos villages d'origine est un droit éternel et que rien ne peut le changer, ni ce qu'on appelle les réalités sur le terrain, ni les accords politiques, parce que ce n'est pas seulement un droit collectif, mais un droit individuel. C'est mon droit, Monsieur le Président. C'est le droit de mes enfants et de mes petits-enfants et de tous ceux qui suivront, peu importe où ils naîtront. Je ne vous lis que ça. Cette lettre est très émouvante, mais je ne peux pas vous la lire. Mais je voulais vous le traduire. Voilà, c'est ce que je pensais aussi. C'est pour ça que je termine. Je terminerai quand même en disant en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, puisque nous sommes là par solidarité. Alors, je dirais juste quelques mots de notre marche du 12 mai dernier. 12 mai dernier, nous avons fait une marche de solidarité avec la marche des Gazaouis
pour moi, c'est une marche consternante. Dans les prévisions les plus optimistes, nous étions 1500 personnes. 1500 personnes, quand on voit ce qui se joue tout de suite à Gaza, c'est absolument consternant. Quand on se rappelle de certaines marches pendant les précédents massacres de Gaza, c'est ahurissant. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça conforte ce que j'entendais à la télévision. La question palestinienne n'est plus une priorité et il faut que nous arrivions à en refaire une priorité. Donc je ne m'étendrai pas plus sur la marche de Gaza. Je ne m'étendrai pas beaucoup non plus sur la campagne BDS, boycott des investissements sanctions. Voilà, vous voyez nos t-shirts. Je pense que vous la connaissez tous, je l'espère, en tout cas. C'est l'outil, c'est l'appel des organisations palestiniennes se sentant délaissées par les institutions internationales qui ont appelé les citoyens du monde entier à les soutenir. Un appel de l'ensemble du peuple palestinien qui est un peuple éclaté, c'est-à-dire les réfugiés, les Palestiniens de 48, c'est-à-dire les citoyens d'Israël, ceux de Cisjordanie et de Gaza. Tous les Palestiniens sont réunis pour faire cet appel aux citoyens du monde entier. Et c'est une campagne qui marche sur le plan international extrêmement fort, si fort que Israël considère que maintenant nous constituons une menace stratégique pour eux à l'égal de l'Iran. Quelle promotion! Délivre des millions de dollars au ministère des Affaires stratégiques pour nous contrer et notamment pour arriver à ce que notre campagne soit criminalisée dans tous les pays dont votre présidente en sait quelque chose, parce que la France est un des pays qui marche particulièrement bien dans ce trip. Mais cet énorme effort qui est fait par les Israéliens à notre rencontre est le pendant du succès, de nos succès. Il met en évidence que notre campagne est loin d'être inutile et j'espère que vous poserez beaucoup de questions sur cette campagne dans les débats, si vous voulez être éclairé sur un certain nombre de points, parce que c'est là l'outil qui est déterminant dans nos mains si nous voulons soutenir non seulement le droit au retour, mais l'ensemble du peuple palestinien.